Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence de ce début d'après-midi sur la bonne gouvernance et l'importance des partenariats dans la création de valeur. Nous avons aujourd'hui avec nous trois intervenants que je vais laisser se présenter de gauche à droite. Bonjour, Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya. Bonjour, je suis Pierre-Antoine Dussoulier, je suis le fondateur de IBAN First. Bonjour, je suis Kamel Zeroual et je suis partenaire chez Serena Capital. Voilà, nous allons donc aborder différents sujets. N'hésitez pas à poser des questions dans l'outil qui vous y est dédié si vous avez des questions tout au long de cette conférence. Nous allons commencer dans un premier temps peut-être par essayer d'aborder cette notion de bonne gouvernance, de soulever les points qui sont importants pour réussir justement une bonne gouvernance. Est-ce que Samantha, par exemple, vous pourriez nous donner ces aspects ? Une bonne gouvernance, ça passe l'objectif du conseil d'administration, c'est de pouvoir prendre des décisions pour la bonne marche de la société et dans l'intérêt de la société. Le board a son premier rôle, il est fiduciaire, c'est-à-dire que tous les gens qui le composent, à savoir les fondateurs et les actionnaires, enfin les actionnaires dans sa globalité, sont là pour prendre les bonnes décisions dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt général de la société, normalement, sans prendre en compte ses intérêts, je dirais perso, en tout cas, intérêts particuliers des sociétés qui composent ce board. Qu'est-ce qu'une bonne gouvernance ou c'est quoi de la smart gouvernance? Je pense que c'est déjà la composition de ce board, qui la compose, en plus des fondateurs évidemment. Et puis, c'est comment se véhicule le contenu de ces instances-là, comment elle est véhiculée, et essayer d'avoir une certaine diversité dans les gens qui composent cette gouvernance-là. Mais peut-être je vais laisser... C'est vrai que la question est très broad, donc en même temps, on a envie de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais laisser mes confrères parler peut-être. Oui, je vous rejoins totalement sur le sujet. C'est un organe effectivement de pilotage qui permet de prendre des décisions, stratégies pour la boîte. C'est un organe qui est différent en fonction du niveau d'avancement de la société. On n'a pas les mêmes enjeux lorsque vous avez une toute petite société d'une dizaine de personnes ou une société avec plusieurs centaines de personnes. Les problématiques ne sont pas les mêmes, les dynamiques de ce conseil d'administration ne sont pas les mêmes, les enjeux financiers ne sont parfois pas les mêmes. Et c'est important d'avoir en tête d'être solution maker dans la manière de travailler les uns avec les autres, parce qu'il y a bien sûr les investisseurs, les représentants parfois des actionnaires et bien sûr les cofondateurs pour essayer d'être tous alignés. Et ça demande beaucoup de travail avant, pendant et après pour créer le maximum de valeur dans le temps, quoi. Et nous, on a un jeu particulier qui sont dans le venture, c'est qu'on réfléchit sur des horizons de temps très courts, très intenses, parfois un peu agressifs, dans lesquels on doit mettre en orbite des sociétés pour créer beaucoup de valeur, ce qui crée forcément un peu de stress. Et ça, c'est un jeu très fin dans lequel il faut piloter le plus possible en fait, cette dynamique-là pour coller à la maximum locale de création de valeur et être le plus efficace possible. Parfait. Bon, alors, et moi pour aussi introduire un peu aussi le sujet, je pense qu'on ne s'est pas exactement assez bien présenté tous, parce que en fait, moi je suis créateur d'une société dont j'ai 2 fonds d'investissement, enfin j'ai 5 fonds qui sont investisseurs chez moi, dont 2 qui sont Elaya et Serena. Et donc en fait, on fait des boards, pas ensemble, parce que c'est d'autres personnes dans ces sociétés qui représentent Elaya et Serena, mais je fais des boards avec Serena et Elaya assez souvent. Et donc, excellent choix. Excellent choix, en effet. Et le truc, c'est que donc du coup, peut-être aussi, pour faire un débat, je pense que moi j'ai un point de vue qui est fondateur et qui est différent d'un point de vue d'investisseur financier par rapport au rôle d'un board. Et du coup, aussi, la première chose, je trouve qu'il faut mettre bien en perspective, c'est que dans une société, les personnes qui dirigent la société, c'est le management. Et c'est le board qui va décider de choisir le management. Mais in fine, c'est le management qui décide s'il fait bleu, blanc. Et donc le board est juste là pour influencer le management et souvent aussi parfois pour lui mettre
pour l'empêcher de faire certaines choses. Donc souvent, et d'ailleurs dans les sociétés comme la mienne qui sont financées par des VC, en fait on a des boards où on est obligé de passer en board des décisions qu'on veut prendre. Par exemple, je sais pas, un investissement pour tel montant, dès le départ on a dit que c'était en board qu'il fallait décider. Et donc le board est plus là pour limiter en fait l'action du management, mais il n'est pas là pour décider ce que va faire la société. Donc voilà. Donc s'il y a un débat à mettre, souvent à faire, c'est peut-être en mettant voilà, en perspective à la fois les investisseurs financiers et les fondateurs / management qui ne sont pas exactement totalement alignés de temps en temps. Mais enfin, si je puis me permettre. Allez-y, je vous en prie. C'est vrai qu'un entrepreneur réfléchit souvent sur l'utilité du board. En quoi ça va m'être utile et quels sont les messages qu'il va falloir que je véhicule à mes investisseurs pour prendre les bonnes décisions de manière collégiale pour, encore une fois, le bien fondé de ma start-up. Je pense que cette question d'utilité, elle est importante au tout début, quand il s'agit surtout de jeunes entrepreneurs. Je ne dis pas que tu n'es pas jeune, mais tu n'es pas nouvel entrepreneur. Mais je pense qu'il faut évangéliser et faire un peu de pédagogie autour du rôle du board, qui, je t'entends, est souvent là pour limiter. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il est là pour explorer aussi. Explorer parce que normalement, tu as choisi, les entrepreneurs choisissent les gens qui vont composer son board. Alors parfois, c'est sous la contrainte parce que quand on fait un roadshow, on a quelques acteurs en face de nous et on prend parce qu'il y a, mais voilà, ceux qui ont mis ces premiers euros et qui ont pris ce risque-là au début de la société. Je pense qu'effectivement, il faut penser au-delà de l'utilité du board et je ne suis pas complètement d'accord sur le fait qu'on est des agents limitateurs. Je pense qu'on essaye de créer avec vous différemment, parce qu'on est une espèce de sparring partner à côté. On ne conduit pas la voiture, mais normalement, on vous aide à avoir cette map à côté. Le parallèle avec le conducteur et le passager est plutôt le bon. C'est qu'on vous aide à avoir cette map, j'espère en tout cas, à avoir cette map pour savoir comment guider la voiture et comment vous guider dans ce chemin sinueux qui est l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que sur la limitation, moi je n'aime pas trop ce terme parce qu'on est censé être des agents, au contraire, créateurs un peu comme vous. Mais je pense que c'est quelque chose il faut toujours être dans la pédagogie avec les entrepreneurs et surtout les jeunes entrepreneurs sur notre faculté à think outside un petit peu des limitations qu'on peut vous mettre en fonction d'un budget, en fonction d'un certain nombre de choses. Ouais. Mais alors justement, puisque vous parliez à plusieurs moments donc des différents stades, d'abord Kamel des entreprises et vous des nouveaux entrepreneurs qui parfois ont besoin d'être plus accompagnés, est-ce qu'il n'y a pas justement un bon moment pour créer le premier board avant de penser à le faire évoluer de manière à ce qu'il représente autant les entrepreneurs, enfin le dirigeant, que justement les actionnaires qui viennent et qui ont parfois leur propre motivation, même s'il faudrait qu'en effet ça aille dans le même sens? Ce qu'on observe, c'est que même des sociétés très jeunes qui se lancent, en fait, ont ce réflexe d'être accompagnés. Alors parfois c'est formel autour d'un board, et parfois c'est des entrepreneurs qui sont un peu plus aguerris, qui, soit parce qu'ils ont investi un peu d'argent, soit parce qu'en fait il y a un intuitu personnel très fort avec le sujet ou avec l'équipe, viennent conseiller en fait les entrepreneurs. Alors, les business angels en France ont explosé, ils commencent à avoir une communauté très active et jouent déjà ce rôle-là finalement d'accompagner les très jeunes sociétés. Nous, les investisseurs professionnels viennent un peu structurer cet exercice-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance, nous, en tant que VC, on n'est pas plus intelligent que les autres. On a juste la chance d'être au bord de une douzaine de sociétés, donc une douzaine de situations différentes avec des momentum différents, des situations de vie différentes, des complexités différentes, dans lesquelles en fait on peut rapidement faire des ponts pour en fait aider l'entrepreneur et bien le conseiller à tacler tel et tel sujet, parce que finalement on prend le travail de Pierre-Antoine, c'est de prendre peut-être 10 décisions par jour. Et donc forcément, il est dans des sujets d'exécution et ça, c'est vraiment le delivery qu'on attend des entrepreneurs, c'est quelque chose qui est extrêmement intense. Et l'avantage d'un board, c'est aussi d'être dans un autre espace-temps qui parfois en fait est un peu décorrélé de la réalité, parce qu'effectivement, tout d'un coup, on doit respirer, on doit se demander, OK,
qu'est-ce qui va se passer dans 12 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 24 mois, comment l'écosystème réagit et quelles sont les plaques tectoniques de chaînes de valeur qui sont en train d'arriver à vitesse grand V. Et c'est ça qu'on va essayer d'apporter, d'éclairer. Parce que l'objectif, in fine, on est dans le même bateau. On reste des actionnaires minoritaires parce qu'il y a des décisions qui restent à la main du management. Je suis 100% d'accord avec Pierre-Antoine, il a raison. Et nous, notre objectif, c'est d'essayer d'éclairer, peut-être de retourner des situations pour un moment se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire, une autre manière de voir. Et nous, avec un objectif là aussi d'essayer de maximiser cette création de valeur parce qu'on est en train d'essayer de faire un marathon en moins de 3 heures. Donc, ce n'est pas très humain en fait, de faire ça. Donc, on met de l'argent, on confie beaucoup d'argent à des équipes et à un management pour dire, OK, les gars, en fait, on a un plan, c'est faire moins de 3 heures sur ce marathon. Et OK, on est sur les 10 premiers kilomètres, on a tenu le tempo, mais en fait, il en reste 32, quoi. Et les 2 derniers sont importants. Parfait. Et donc, vous parliez aussi justement de cette évolution. Est-ce que, Pierre-Antoine, vous avez pu constater justement cette évolution au sein d'IBAN First, une évolution du board qui permettait justement d'allier un petit peu plus adéquatement les différents intérêts qui pouvaient être mis en jeu? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que je ne suis pas si vieux que ça non plus. Non, mais c'est vrai que IBAN First, c'est ma deuxième société. Et donc, dès que je l'ai créée, je n'avais pas d'investisseur financier, mais dès que j'ai créé, j'ai eu besoin de créer un board, et plus justement pour avoir des conseils. Et ça m'a amusé de regrouper tous les gens que j'aimais bien, qui étaient un peu comme des mentors pour moi. Donc, chairman du board pendant longtemps, c'était Denis Malamatinas, qui était l'ancien CEO de PepsiCo Worldwide et de Burger King, etc., qui est une personnalité que j'aime beaucoup, que j'ai pu rencontrer auparavant. Et avec qui j'ai besoin de parler de temps en temps parce qu'il m'aide à réfléchir, il me rassure, etc. Et donc, ça me faisait plaisir de l'avoir avec moi. Ensuite, j'ai fait venir... Donc, c'est que des gens indépendants qui ne représentaient pas des investisseurs. Il n'y avait pas d'enjeu spécifique à part aider la société, véritablement. Donc, j'avais Ronan Lemoyle aussi, qui était l'ancien CEO d'Arkea aussi, qui était un ami. Et ça me faisait plaisir, comme je relançais un projet, qu'il puisse venir. Et il a accepté d'être sur le board à ce moment-là. Et puis j'ai aussi, pendant une période courte de temps, Alain Clos, aussi, qui s'occupe de France FinTech aussi. Bon, voilà, je me disais, c'est sympa d'avoir ces gens-là, qui sont souvent d'ailleurs des gens qui sont encore plus âgés que moi. Et qui, en fait, m'ont permis de réfléchir à comment pas faire des gaffes que je peux faire, et ils m'ont aidé dans ce sens-là. Donc ça, c'était la première phase, la phase où je n'avais pas d'investisseur financier. Ensuite, j'ai les investisseurs financiers, mais mon premier investisseur financier, ça a été Xavier Niel. Et Xavier Niel, celui qui représentait Xavier Niel sur mon board, c'était Jean Laroche-Brochard. Et Jean Laroche-Brochard, il s'avère, c'était mon premier stagiaire dans ma première boîte. Donc avant, j'avais une relation de stagiaire avec lui. Donc en fait, il n'était pas trop chiant sur mon board, on va dire. Donc le board s'est construit comme ça petit à petit, et puis après, au plus on s'est structuré, enfin, ce qui est intéressant aussi, je pense, avec un board, c'est que ça représente la maturité d'une société. Au plus on voit la manière dont il est structuré, la manière dont il est géré, la manière dont il est fait, en fait, ça reflète véritablement le degré de maturité de la société. Et moi, je le vois, mes boards avant, c'était un peu des blagues, entre guillemets, puis c'était des bons moments, etc. Enfin, c'est toujours des bons moments, entre guillemets, hein. Mais maintenant, on voit qu'on est beaucoup plus sérieux dans la manière dont on fait le board. Par exemple, un truc tout bête, c'est que les présentations qu'on faisait au board auparavant, en fait, maintenant, on ne les fait plus pendant le board. On les envoie avant le board. Et en fait, on ne fait même pas de présentation. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir lu le board pack avant le board pour que ça serve à quelque chose de faire le board. Mais on ne veut pas que ce soit l'équipe dirigeante qui présente aux investisseurs ce qu'ils ont fait, parce que ça, c'est un peu une perte de temps, entre guillemets. Donc on se dit, voilà, on envoie tout, et ensuite, on s'attend aussi à ce que les investisseurs et les gens qui sont autour du board apportent des choses à la société, plus que le contraire. Enfin, moi, c'est ce que j'attends en tant que manager, plus que des questions difficiles. Des questions difficiles qui sont liées, je ne sais pas, on attend plus à recevoir qu'à donner, quoi, pendant un board. Ouais. Donc, mais c'est pas toujours le cas, hein. Enfin, je vois parfois, c'est une suite de trucs où c'est à nous de répondre. Alors, alors qu'on a déjà tout fait dans le board pack, entre guillemets, et en fait, on se dit, c'est peut-être pas le bon moment. Ok, si tu es stressé dans ton fond parce que je sais pas quoi, et que tu vas avoir des nouvelles sur notre business, on en parle à un autre moment, mais peut-être pas au moment du board. Et d'ailleurs, ça amène à la chose aussi, c'est que souvent les discussions les plus intéressantes, souvent elles se font aussi
à côté du board, avec les gens du board, mais souvent en parallèle du board, quoi. Donc, je pense que tu soulèves un point qui est assez généralisé dans pas mal de discours d'entrepreneurs, qui est de dire le board, il est censé m'apporter, effectivement, et normalement, les 2 ou 3 heures de board que l'on passe, les 3 quarts sont censés être dédiés aux décisions stratégiques de la boîte. Dans la réalité des faits, pour beaucoup de boards, c'est les 3 quarts sont liés aux métriques du trimestre d'avant, parce que les investisseurs ont plein de questions sur les métriques, etc., sur lesquelles ils sont peut-être même pas mis d'accord en amont, peut-être pas lus, parce que le board pack, il a été envoyé, au lieu d'être envoyé dans les 10 jours avant, il a été envoyé la veille au soir, et du coup, tu n'as pas eu le temps de le lire, et du coup, tu découvres un peu. Je pense que sur le format, et là, tu as complètement raison, et le fait qu'on puisse recevoir effectivement le board pack bien en amont, que même la discussion sur les métriques sur le dernier mois, le dernier trimestre, etc., elles peuvent être évacuées très très rapidement, même avant le board, en mode « Allô, t'as lu le board pack, est-ce que tu as des questions sur les métriques parce que j'aimerais me focaliser sur telle et telle décision stratégique de la boîte », ça a énormément de valeur. Et moi, je trouve que ça... Enfin, je l'ai mis en place dans à peu près toutes les sociétés dans lesquelles je suis. C'est-à-dire, tu m'envoies le board pack assez en amont pour que je puisse le lire. Donc, assez en amont, alors ok, c'est peut-être pas 15 jours, allez, 1 semaine suffiront. Mais par contre, on s'appelle entre-temps et dans un board, on est quoi? On est entre 5 et 7. L'entrepreneur peut se permettre d'appeler son board et dire, voilà, je t'ai envoyé les KPI, est-ce que tu as 2-3 questions sur les chiffres? Oui, non. On déblaye et comme ça, le jour du board, et comme ça évite effectivement que tu le fasses en dehors du board et que voilà. Mais normalement, le jour du board, on évacue très très vite les KPI parce que normalement, tu as dû en parler et évacuer les questions en amont. Et on se focus effectivement sur les décisions stratégiques de la boîte, sur les next steps, sur voilà, qu'est-ce qu'on doit faire après pour que cette boîte grandisse, etc. Et je pense que dans la forme et dans le contenu, là encore, je parle de pédagogie, mais il faut vraiment avoir... Le premier board est souvent le board le plus structurant parce que, on est post-séduction, c'est-à-dire pré-investissement, on était dans la séduction. Les investisseurs, ils font les beaux, un peu les coqs, etc., en disant tout ce qu'ils peuvent vous apporter. Et les entrepreneurs, pareil, ils font un peu les beaux en disant, ou les belles, en disant... Voilà, ma boîte, ça va être Skyrocket, ça va être la balle, etc. Regarde le budget, voilà. Et puis, premier board, tout le monde se déshabille un peu, et puis on se rend compte que, bon, la lunette des toilettes, elle n'est pas complètement fermée, et puis il y a des chaussettes par terre, quoi. C'est à peu près ça. Le parallèle avec le mariage est assez évident, mais et sur ce premier board, je pense que c'est là où il faut être super structurant en disant, nous, investisseurs, voilà ce dont on a besoin pour prendre les meilleures décisions pour la boîte. On évacue les questions de KPI et ensuite, on part sur des vraies décisions structurantes. Et là, je pense que l'utilité du board, elle est là. Et je te rejoins complètement sur le fait qu'il faut se focaliser là-dessus. Ouais, non, carrément. Alors, vous parliez notamment donc, de cette métaphore du jeu de séduction entre les deux. Vous parliez aussi plutôt des motivations de tout un chacun qui doivent être étudiées. Est-ce que justement, c'est pas en amont de ce premier board que ces motivations doivent être étudiées de manière à éviter justement des potentielles, pas désillusions, mais disons se rendre compte qu'on n'avait pas les mêmes attentes avec nos futurs partenaires pour éviter justement des problèmes au moment des échanges et de la constitution du board? Ouais, non, parfois, on peut se marier et être au contraire hyper surpris, quoi. Donc, oui. C'est l'inverse, quoi. Ça peut arriver. Ça arrive aussi. Et moi, je dois dire que, par exemple, chez Serena, d'ailleurs, en fait, dans la métaphore du mariage, elle marche bien parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc de lune de miel, au contraire. En fait, au départ, on séduit machin et tout. Bon, après, voilà. Et au contraire, les premiers boards, c'est waouh et tout. Et puis après, bon, c'est plus pareil. Dans tous les cas... On a un enfant. Voilà, peut-être. Il y en a exactement, il y a des trucs comme ça. Et donc, ouais. Et en effet, au contraire, je trouve que moi, j'ai été surpris parce que comme au départ, les gens que j'avais mis sur le board, c'était des gens que j'avais choisis et qui étaient vraiment là que pour m'aider. Justement, ils étaient peut-être un peu trop bienveillants de temps en temps. Et puis après, quand on s'est structuré, c'était un peu différent. Mais au contraire, j'étais vraiment surpris par l'impact positif que certains board members, donc je pense par exemple à Bertrand Diard chez Serena, au début, je veux dire pendant 6 mois,
l'apport, et puis Kamel, et puis son équipe aussi chez Cernal, l'apport était très très fort en fait pour la société. Enfin, plus grand que mes attentes, quoi. Vraiment, j'ai appris des trucs et ça nous a permis de faire plein de choses, quoi, que j'avais pas imaginé au départ. Donc c'est plutôt surpris de manière positive. Et après, je pense que si on est surpris de manière négative, je pense que c'est des choses qui peuvent se changer au cours de la vie de la boîte. Si jamais on se dit oui, c'est pas le bon truc, c'est pas le bon setup au niveau du board, tout le monde s'en rend compte. Il n'y a pas justement si les boards, nous on est 8, donc c'est beaucoup, mais un board c'est 5, 6, 7 personnes. S'il y a un truc qui ne va pas avec les autres s'en rendent compte. Enfin, c'est pas. Donc, je pense que c'est rare que ça se passe mal, sauf si la société va très mal, etc. Mais on n'a pas de mauvaise surprise généralement. Ouais, pas forcément. Moi, j'ai des exemples de boîtes qui se portent bien commercialement avec des boards complètement dysfonctionnels. Ah ouais. Et c'est de l'humain en fait. Ouais. C'est que de l'humain. Et à mon sens, c'est la mauvaise adéquation de gens. Où effectivement tu mets des gens en fonction du stade de maturité de la boîte, des différents dans lesquels tu vas, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas d'atome crochu et même il y a des grosses divergences. Et j'ai vu des boîtes qui se portaient très bien, mais sur des boards complètement dysfonctionnels où ça partait souvent un peu en vrille. Ouais. Mais c'est plutôt rare. Effectivement, c'est quand la boîte ne va pas bien et que du coup, tu sens toi en tant qu'investisseur que ton investissement, tu le contrôles pas très bien et que c'est pas exactement ce que tu t'étais promis en tant qu'investisseur et que tu avais promis à ton partnership sur la performance de ton fonds au global. Et là, du coup, on essaye de limiter la casse. Et forcément, quand on en arrive à ce genre de questions, c'est difficile avec le management. Et comme c'est difficile pour eux de nous dire, ça va pas aussi bien que ce qu'on pouvait penser. Et à ce moment-là, normalement, en tant qu'investisseur, on est censé être là, parce que tu l'as dit très bien, on est dans le même bateau. Que ça aille bien ou pas bien, on est dans le même bateau. Donc si ça va bien, on s'enorgueillit du fait que ça va bien. Et si ça va pas bien, il faut qu'on soit là. Et souvent, on est moins là. Ouais. Ça, c'est pas bien. Puis notre métier, c'est de faire du capital risque, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un marché extrêmement agressif, dans lequel il y a beaucoup d'investisseurs, dans lequel il y a très peu d'excellents entrepreneurs. Donc on veut tous, on veut tous les mêmes, en fait. Donc forcément, on est dans un jeu de séduction mutuelle en amont pour essayer de les identifier, comprendre leur business, comprendre la dynamique de la boîte. Et plus la boîte est jeune, moins il y a de data points sur lesquels on peut s'appuyer. Donc il faut quand même prendre des décisions importantes en peu de temps et sur lesquelles il faut assumer aussi ces décisions. Et donc forcément, on doit avoir une analyse très rapide des sociétés. C'est pour ça qu'on aime beaucoup finalement connaître les boîtes très jeunes. IBAN First, c'est une boîte, on aurait pu faire... alors le site, c'est Pierre-Antoine qui l'a fait, mais on aurait pu faire déjà la série A parce qu'on avait déjà regardé à ce moment-là avec... et c'était Jean qui a été plus rapide. Mais on regardait déjà ce dossier-là en disant c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'une approche différente. Et puis finalement, quand on a réussi 12 mois, 24 mois plus tard à rentrer dans le tour d'après, ils avaient réalisé ce qu'ils avaient promis. Et donc cette connaissance et cette relation qu'on peut construire, si on regarde l'image du couple, c'est quelque chose qui se fait aussi parfois dans le temps. Qui évolue comme un couple, mais sur lequel il faut investir en fait. C'est-à-dire qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple aussi qui investit à différents moments de leur vie dans une micro-société, dans lequel c'est pas des filiales, c'est des enfants, et c'est des moments de vie qui diffèrent, avec des enjeux qui sont différents, avec des préoccupations qui sont différentes. Et c'est ça, ça reste un organe vivant en fait, une boîte. Donc, il n'y a que des gens et c'est cette complexité et humaine et business qui fait qu'à un moment, en fait, les choses ne sont pas stables. Ce n'est pas que mathématique, en fait. Et qu'on doit, en fait, avec les entrepreneurs, entre investisseurs, trouver cet équilibre qui n'est pas simple, en fait, qui est vraiment un sujet sur lequel... et j'en reviens sur les histoires de format. Moi, j'aime bien, en fait, avoir un board, un conseil d'administration tous les trimestres. Mais finalement, en 3 mois, il se passe beaucoup de choses, quoi. Et donc pour nous, 3 mois, c'est une échelle de temps énorme. Donc il peut y avoir beaucoup de phénomènes qui se passent dans une société, des entrées, des sorties, des clients qu'on perd, au contraire des compétiteurs qui relèvent de l'argent. Et tout d'un coup, en fait,
ingurgiter autant d'informations en peu de temps, c'est finalement assez stressant pour nous. Donc moi j'aime bien en fait avoir plutôt des points d'étape tous les mois pour avoir finalement ces métriques-là, parce qu'en fait c'est important de les comprendre et de les maîtriser. Mais Samantha le disait tout à l'heure, et Pierre-Antoine aussi, il y a des sujets de communication très basiques en fait, émetteur-récepteur d'une information qui est transmise sur un canal et qui est mal réceptionnée à l'arrivée, et qui est peut-être mal émise au départ. C'est la faute de qui? C'est la faute de personne en fait. In fine, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans les paquets, si on garde une image techno. Et ça, c'est un truc, malheureusement, à chaque étape de boîte, on peut le vivre, alors que finalement, on peut comprendre le business. Moi, ce midi, là, j'avais un board qui se finissait et j'avais 2 entrepreneurs sur lesquels on a dû regarder tous les chiffres de nouveau pour comprendre où est-ce en était la boîte. Alors que finalement, pour eux, ça leur semblait tellement clair qu'on avait compris, alors qu'on n'avait pas compris, en fait. Des choses qui leur semblaient évidentes. Mais malheureusement, je le disais, un entrepreneur, il y a une société dans laquelle il a 700% de son temps et de son énergie. Et nous, on a finalement une dizaine de sociétés dans un portefeuille par partenaire ou par associé, dans lequel, en fait, on doit gérer notre temps en fonction des urgences des uns et des autres. Et cet exercice un peu compliqué, qui je pense, en fait, moi, créer de la valeur, peut être un peu compliqué, mais dans beaucoup de situations, ça se passe bien. Alors, vous parliez notamment du fait que, justement, à la différence des entrepreneurs, quand vous êtes dans un fonds d'investissement, vous êtes auprès de différents, justement, boîtes, différentes entreprises. Vous voyez différentes situations, que ce soit des situations au sein de la boîte, puisque les secteurs ou les façons de faire sont différentes, ou alors au niveau du board en lui-même, il y a différents types de board selon les sociétés. Donc on en a parlé selon déjà l'âge de la société, son état d'avancement dans ses levées de fonds, dans ses investissements. Mais on peut aussi trouver différents types de board vis-à-vis notamment de la vision qui veut être prise et de la direction qui veut être prise plutôt par la société. Est-ce que c'est, selon vous, il y a des types de board qui seront plus ou moins fonctionnels que d'autres et qui permettront une meilleure création de valeur justement au sein des boîtes? Je vous pose la question par exemple à Kamel, puisque vous aviez parlé des différentes... Pierre-Antoine l'évoquait tout à l'heure, ce qu'il disait, c'est juste, c'est-à-dire qu'il y a des moments très importants à côté des boards. C'est que ce qui est important, c'est de faire levier sur l'expérience des uns et des autres. Il y a des gens qui ont une forte expérience dans l'international parce qu'ils ont vécu des boîtes qui ont fortement grossi, qui ont eu des fonds étrangers. Et donc cette connaissance de ces moments de boîte que les entrepreneurs n'ont pas vécu, c'est des moments intéressants parce que comprendre la dynamique de pourquoi un investisseur étranger va investir dans une boîte, pour l'entrepreneur, c'est la première fois qu'il va le vivre, alors que l'investisseur, finalement, il a peut-être déjà vécu 2-3 fois. Et donc, lui donner toute cette expérience pour qu'il puisse être meilleur, c'est un sujet important, sur des sujets également de recrutement, par exemple. Moi, je passe beaucoup de temps, paradoxalement, à convaincre des gens très talentueux de rejoindre des sociétés de notre portefeuille, parce qu'une boîte, elle scale par les talents. C'est ça qui limite en fait le scale d'une boîte. C'est vraiment ce sujet. Donc, on m'utilise comme ça. Donc, j'accepte ce rôle-là avec grand plaisir. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses à côté des boards, dans lesquelles en fait les investisseurs sont parfois utilisés parce qu'on est un outil. Donc, quand on comprend que finalement on a un outil à portée de main, il y a des entrepreneurs qui sont extrêmement autonomes et qui n'ont pas besoin d'outils. Et puis il y en a qui ont peut-être plus besoin d'outils à certains moments. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche en général plutôt bien. C'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, c'est vrai, en y réfléchissant, c'est avec notre CMO, c'est ton pote. Notre CPO, on l'a pris une autre boîte du portefeuille de Serena. Bon, ça, donc, je ne sais pas si c'est bien, mais moins bien. C'est moins bien, mais bon, voilà. Et notre DRH aussi. Bon. Elle venait de chez Serena. Presque. Donc, non, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que c'est des trucs qui aident beaucoup. Et donc, l'influence d'un board, ça peut beaucoup aider. Ouais, ça peut beaucoup aider à certains moments de la vie de la société, c'est certain. Quoi. Donc, je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça que, pour revenir au profil des gens qui composent cet organe-là, faut être assez un peu calculateur quand on est entrepreneur, c'est-à-dire se dire, voilà, je suis à cette étape de vie, dans le board qui est constitué de 5, 7, 9 personnes. Volontairement, je prendrai le nombre impair parce que c'est souvent plus facile de prendre des décisions. Bon, y a nous, les fondateurs.
Il y a les investisseurs qui sont là, et puis il y a une espèce de gens qui s'appellent des profils des administrateurs indépendants, qui sont ni investisseurs ni complètement opérationnels, qui sont là pour rajouter une expertise peut-être internationale, peut-être une expertise technique, peut-être une expertise métier, peut-être un réseau, etc. Donc, et je pense que quand on est entrepreneur, il faut être un peu calculateur en ce sens, c'est-à-dire se dire, OK, c'est un organe décisionnaire, donc c'est important, hein, chaque personne qui la compose a un droit de vote, hein, donc, même si à la fin c'est les entrepreneurs qui gèrent et qui opèrent leur société, il n'empêche qu'il y a quand même des décisions stratégiques qui sont prises à une certaine unanimité qualifiée du board. Et donc, il faut être un peu calculateur sur, OK, j'ai déjà tel profil, telle expertise, il faudrait rajouter telle expertise, etc., voir les affinités des uns et des autres et constituer le board idéal avec tout ce dont j'ai besoin à un instant T, qui peut différer effectivement en fonction du stade de maturité de la société. Et je pense qu'en ce sens, il faut être un peu calculateur et aller chercher les bonnes personnes. Et moi, j'aime bien parler de la diversité du board, non pas juste la diversité sur de la mixité ou sur l'âge, etc., mais vraiment composer, et c'est un peu la manière dont on a composé notre organe décisionnaire chez Elaya, c'est-à-dire qu'on a pris des gens différents. Non pas juste la diversité pour une meilleure performance, parce que on est persuadé que si on a un organe décisionnaire avec des gens très divers, on va avoir des angles de pensée très différents. Alors nous, dans notre métier, c'est décisionnaire pour prendre des décisions d'investissement, mais ça peut s'appliquer évidemment à un board où il y a des décisions stratégiques à prendre. Si on est tous d'un même moule, si on vient tous d'une même, je sais pas moi, d'une même culture, qu'on a toute la même culture, qu'on vient tous des mêmes académiques, etc., forcément on va avoir des angles de pensée assez similaires. Alors, on va tous se gargariser à être tous d'accord ensemble, c'est très bien. Je pense que parfois il faut ajouter un petit peu de choses différentes. Et c'est pour ça que nous, typiquement, on l'a appliqué chez nous et on essaye de l'appliquer chez nos entrepreneurs avec cette jante qui sont les administrateurs indépendants qui amènent quelque chose de différent parce que pas opérationnel, full-time, tête dans le guidon comme les entrepreneurs et pas investisseur avec un biais d'investisseur non plus. Parfait. Et concernant justement cette diversité au sein du board, potentiellement vous pourriez nous en parler, Pierre-Antoine. Est-ce que au sein d'IBAN First, c'est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place justement, de diversifier les profils afin de répondre à plus pas de problèmes, mais de problématiques qui pourraient potentiellement survenir, de manière justement à combler ces manques et à créer encore plus de valeur et avancer plus rapidement ? En fait, le problème, c'est que comme on a beaucoup d'investisseurs et chaque investisseur veut une place au board, en fait, on n'a pas trop le choix dans les gens qu'on a autour de la table. Je vois. Donc voilà. Mais par contre, oui, on a quand même la main sur, et d'ailleurs on va changer les trucs là, en ce moment, etc., mais bon, sur des administrateurs indépendants. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on peut avoir en effet des gens qui ont une vraie expertise ou qui viennent... Là, je suis en train d'essayer d'avoir le CFO de mon concurrent direct qui vient de partir en retraite. Et la boîte de mon concurrent vaut plus d'1 milliard, etc. Et c'est ce gars-là qui a construit tout le truc à 1 milliard. Et le mec, on pourrait peut-être l'avoir sur notre board. Donc ça serait canonissime parce que pour le moment, à chaque fois que j'ai parlé avec lui, ça m'a économisé, ça me fait gagner 6 mois de parler une demi-heure avec lui. Donc en fait, je me dis, si j'ai sur le board, ça se trouve, je vais gagner 5 ans en quelques jours. Donc ça, c'est génial d'avoir des administrateurs indépendants, mais qui sont hyper top pour notre business et du coup qui sont complémentaires parce qu'ils ont déjà vu en fait tout ce qu'on fait. Donc peut-être que les investisseurs financiers, eux, ont déjà vu des boîtes comme nous. Donc eux, ils peuvent nous aider sur structurer une boîte comme nous. Mais sur notre business, après, c'est bien d'avoir des gens aussi qui connaissent bien que notre business. Et c'est là où on peut avoir ces administrateurs indépendants qui peuvent venir. Donc voilà. Après, en termes de diversité, moi, j'aime bien chez Elaya parce qu'il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Mais chez Elaya, moi, je m'entends hyper bien avec Xavier Lazarus, qui est un homme. Donc, en fait, on n'a pas une femme qui représente Elaya chez nous, malheureusement. Et du coup, on n'a que des hommes autour de la table. Parce que, je sais pas, c'est comme ça. Donc, mais encore une fois, on n'a pas trop le choix, parce que c'est nos investisseurs qui envoient des gens sur des boards. Donc, on ne peut pas... Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir... Le rêve, c'est d'avoir un board avec des gens complètement différents, quoi, d'autres cultures, d'autres trucs et tout. Mais ça... c'est très complexe à mettre en place. C'est complexe à mettre en place, ouais. Donc, j'imagine.
Et donc au final, on parlait un petit peu de diversité, d'expériences, de diverses expériences justement et d'expertise. Est-ce que c'est ça la clé au final du bon board, de la smart governance? Et c'est ça qui permet justement aux entreprises au final d'avancer, je veux dire. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est juste avant, j'avais une société que j'avais vendue à Saxo Bank et après, j'ai travaillé pendant longtemps avec Saxo Bank et on avait un board chez Saxo Bank où on avait un jour, on a fait venir quelqu'un sur le board qui avait rien à voir justement avec ce qu'on faisait, etc. et qui était chez Volvo. Enfin, parce que mon Saxo Bank c'est danois, Volvo, etc. C'est les pays nordiques. Et Volvo, ça n'a rien à voir. La marque Volvo et Saxo Bank, on fait du trading, machin. Et en fait, cette personne de Volvo a présenté au fondateur de Saxo Bank, Geely, qui est un investisseur chinois qui a investi dans Volvo, et in fine, c'est Geely qui a racheté Saxo Bank. Donc en fait, il suffit d'un petit truc comme ça. L'avenir de Saxo Bank a complètement basculé grâce à cette personne qui était sur le board, qui n'a rien fait d'autre. Elle est restée 6 mois sur le board, et en fait, juste parce qu'à un moment donné, mais elle était très différente. Elle comprenait rien du tout au départ du business de Saxo et tout, hein, juste, elle a apporté ce contact avec les Chinois. Qui probablement, je ne sais pas s'ils comprennent complètement aussi ce que fait Saxo Bank. C'est un autre débat, mais en tous les cas, c'est intéressant d'avoir des gens, souvent d'autres univers aussi pour des choses comme ça, parce que sinon c'est vrai qu'on tourne tout le temps. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on est ensemble et on est aussi ensemble sur des boards. Sinon on se voit tout le temps les mêmes trucs, quoi. Donc s'il y a des gens qui viennent d'un truc complètement différent, c'est hyper intéressant. Donc cet exemple de la sortie, je le trouve pertinent parce que c'est aussi un truc dans lequel on est, alors même si les entrepreneurs sont extrêmement focus dans cette direction, ils opèrent leur business et en fonction de... Alors Saxo, ça doit être une énorme boîte, donc il y a des enjeux de rachat qui sont encore différents, peut-être encore à un niveau, à, je ne sais pas combien de centaines de millions, pour pas dire quelques milliards. Donc mais cette idée de l'investisseur aussi qui va faire la connexion au bon moment, parce qu'en fait, on met aussi des graines dans la tête de nos entrepreneurs pour essayer de mûrir des sujets de réflexion. Ça peut être des enjeux stratégiques de business pur, et ça peut être aussi des enjeux stratégiques de sortie. Et ça met du temps à se décanter, ça met du temps à se mettre en musique. Et donc, en général, apporter une nouvelle personne dans un board, quand on veut aller à la prochaine étape, c'est relativement simple. On veut faire les US, on va avoir une tête internationale, on ramène un board member étranger, qui va avoir une expertise métier. Et déjà, ça oblige toute la boîte à basculer en anglais, ce qui est une excellente chose et qui est parfois un peu difficile, mais au moins ça met une culture qui fait qu'en fait, le prochain investisseur, il investit déjà dans une boîte qu'il peut comprendre. Et donc ça, à chaque étape, il peut y avoir des moments clés comme ça où on peut trouver des gens qui peuvent créer beaucoup de valeur. Mais l'exemple de la sortie est intéressant parce que il y a des effets réseau qui sont incroyables. C'est quoi la probabilité finalement que ce board member indépendant puisse finalement faire la sortie de la boîte? Elle est très faible, mais c'est cet effet réseau qu'il faut aussi c'est pour ça c'est bien de prendre des gens qui sont un peu extérieurs au truc, parce que sinon on connaît tous les mêmes gars. Malgré tout ce que je pense de vraiment bien de Serena et Elia, par exemple, je ne pense pas qu'une sortie viendra de Serena et Elia, parce qu'en fait on connaît les mêmes gens, on fait la même chose. En gros, donc en fait, c'est pas peut-être, peut-être je me trompe, mais je sais pas si c'est un jour Xavier qui va me dire j'ai rencontré je sais pas, Jack Ma, il va absolument te voir. Et, je pense pas, parce que s'il a rencontré Jack Ma, peut-être j'aurais aussi rencontré, tu vois. Enfin, c'est possible pour les rencontrer en même temps. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, sauf à avoir peut-être des investisseurs très spécialisés, en fintech dans ton cas, ou sur d'autres sujets qui ont eu l'habitude effectivement de vendre des sociétés à des boîtes très spécialisées. Nous, la complexité de notre métier, en tout cas pour Elia, et je pense que c'est le cas pour Serena, qui est aussi agnostique d'un point de vue industrie, même si on a des marottes et des sujets de prédilection qu'on aime bien. Chez nous, c'est pas mal tech. Et ça, c'est vraisemblablement chez Serena aussi. Donc, c'est qu'on est assez agnostique sur les industries. Et du coup, évidemment, on ne connaît pas tous les acquéreurs de toutes les sociétés qu'on a dans le portefeuille, entre la boîte qui fait du digital life science, la boîte qui fait de la fintech, la boîte qui est dans le legal tech et la boîte qui fait de l'infra-cloud très spécifique. Donc, mais bon, je vais en parler à Xavier, je vais voir si... Non, mais en revanche, on est obsédé par ça, je pense. Ah bah, on l'aime. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne voient pas ça, mais on passe beaucoup... Notre métier, c'est de constamment être à l'affût des informations qui ne sont pas visibles et d'identifier
ces signaux faibles en fait. Ouais, c'est clair. Et ça, finalement, l'entrepreneur, il ne le voit pas parce que finalement, il nous voit au board, un peu avant, un peu après. Mais nous, on passe notre temps à discuter avec des acquéreurs, avec nos propres investisseurs, nos souscripteurs, avec des potentiels fonds de private equity. Et ça, c'est ces sujets-là qui sont finalement... moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'étais pas chez Volvo, mais j'ai vécu ce truc-là, où à un moment, en fait, j'ai vécu la bonne connexion qui fait qu'en fait, la boîte s'est vendue. Et donc, nous, je pense qu'on a quand même cette obsession de cette valeur-là qui, in fine, en fait, rend des entrepreneurs... le résultat de leur travail devient tout de suite concret, parce qu'il y a une vraie sortie. Nous, c'est une participation qui, tout d'un coup, sur une ligne Excel, devient un chiffre positif, et on est très, très heureux avec un très beau multiple. Et on doit continuer, finalement, à faire fructifier un portefeuille. Mais on est vraiment, vraiment très, très, très focus là-dessus. D'accord. Et concernant justement, alors potentiellement une question un petit peu plus liée à l'actualité de cette année, si je puis dire, est-ce que vous avez vu justement des évolutions vis-à-vis de cette année un peu particulière au sein des boards, donc que ce soit entre vous, puisque vous avez l'habitude de travailler ensemble, pas personnellement, mais entre vos différentes structures. Est-ce qu'il y a eu des aménagements qui ont potentiellement rendu plus compliquées justement les méthodes d'échange dont on parlait, qui peuvent mener à des dysfonctionnements au niveau des boards? Ou alors est-ce que justement vous avez réussi à développer de nouvelles façons de faire de manière à éviter ces écueils et à poursuivre la marche en avant? Ça va être encore assez compliqué, je pense, parce qu'il faut redoubler d'efforts sur la communication. Déjà, parler, pas évident, quoi. À la base, deux humains qui se parlent, il faut se comprendre, faut faire passer les bons messages, etc. T'en parlais, je pense que c'est vraiment crucial. Alors là, ne pas se voir, ne pas se comprendre, ne pas voir le petit rectus que tu fais ou que tu fais pas en fonction de la blague qui a été faite ou pas. Bon, forcément, ça peut tendre les discussions si elles étaient déjà tendues. En fait, c'est un accélérateur, soit vers du positif, soit vers du négatif, si ça l'était avant. Et donc, il faut redoubler d'efforts en termes de communication. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone pour parler à tous ces entrepreneurs pour comment tu vas, etc. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est appeler tout le monde en disant, en fait, comment tu vas, quoi. Même si on n'est pas dans un rapport où il faut être absolument meilleurs amis du monde, on est quand même dans un lien, dans une relation qui va durer 6 à 7 ans en moyenne, dans lequel il faut quand même éprouver les gens qu'on a en face, savoir qui ils sont, comment ils vivent les choses. Moi, je pense que ce qui nous a manqué tous, c'est effectivement ce manque de communication, en tout cas physique. Et après, oui, on trouve des marottes, quoi. On trouve des tips pour que ça se passe mieux, que ça se passe bien, mais il faut redoubler d'efforts. C'est redoubler d'efforts sur la communication qui déjà est un sujet en soi. Et en plus, cette période a été complexe pour pas mal d'entrepreneurs qui se prenaient la crise en pleine face. Alors, on va se le dire, on est dans un monde du digital, ça a été quand même un merveilleux accélérateur du digital. Et on est des investisseurs de la digitalisation, donc forcément, on n'a pas vécu les choses de manière terrible sur nos sociétés, mais d'un point de vue recrutement des talents, on en parlait, le recrutement des talents dans les sociétés, d'un point de vue juste recréer un environnement culturel de management sympa dans une structure qui est plus ou moins grande. Je sais pas, je me dis quand on a 100 personnes ou plus à manager en visio, forcément ça se fait poser des questions sur le rapport à l'autre, le rapport à l'humain et la relation qu'on a envie de créer avec ses équipes, avec ses investisseurs, etc. Donc je pense qu'effectivement, le mot sur qu'est-ce qu'a changé cette lourde péripétie, c'est la communication. La communication. L'humain peut-être au centre au final un petit peu plus de l'attention. Complètement. Ah ouais, non, je suis d'accord. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand je vous ai pitché, je me suis mis c'était pendant la pandémie, on était en lockdown, c'était en avril, et j'étais en costume 3 pièces, mais en caleçon. Et c'était juste pour les faire rire, parce que je les avais jamais vus et ils investissaient de l'argent dans ma boîte. Donc je m'étais très 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 bien habillé avec mon DG. Tous les deux, on était habillés comme si on allait à un mariage ou je sais pas quoi, pour
faire genre, voilà, on est content de vous présenter quelque chose, quoi. Et bon, voilà, quoi. En effet, il faut trouver des idées pour essayer de bien s'entendre avec des gens, même qu'on n'a jamais vus, et via Zoom, quoi. Voilà, ou qu'on voit de moins en moins. Donc, mais c'est pareil après pour la gestion de la boîte. En effet, c'est compliqué de ne pas voir les gens. Ça a été un moment aussi très révélateur pour beaucoup de sociétés. Je pense qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Les opérateurs de business, chez IBAN, il a fallu tout structurer. Ça a été, je pense, un moment très intense en termes. Alors, je ne parle même pas de la levée de fonds qui était déjà un sujet intense, mais je parle du business en tant que tel. Il a fallu prendre des vraies décisions, restructurer des choses, bien communiquer, rassurer, plus finalement toutes les aides qui étaient en place. Tout ça, ça a été très, très stressant pour les boîtes. Il y a beaucoup de nos sociétés ont la chance d'avoir des investisseurs professionnels à leur côté qui financièrement étaient là et ont répondu présent. Et je pense que le gouvernement a beaucoup aidé. Je pense que ça a été plus compliqué pour beaucoup d'autres. Mais voilà, ça a été un moment extrêmement dur, je pense, pour eux. Et il y en a beaucoup qui ont révélé aussi des talents. Parce que moi, je suis épaté par certaines de mes boîtes où j'ai trouvé les cofondateurs extraordinaires en termes de résilience, en termes de capacité à prendre des décisions, à se réinventer. C'est vraiment, ça a été. Et c'est là où on se dit qu'on a fait les bons paris sur les bonnes équipes. Non, moi, le seul truc qui a changé pour moi, c'est que j'ai dû acheter une deuxième paire d'AirPods parce qu'en fait, je passe mon temps au téléphone. Et donc, pour rassurer tout le monde, on passe toutes nos vies au téléphone. Et voilà. Alors potentiellement une dernière question pour conclure. Alors elle s'adresse à tous les trois, peut-être un peu plus d'abord à Samantha et à Kamel, qui seront les premiers intéressés. Est-ce que pour vous, votre premier rôle, c'est justement de rassurer les entrepreneurs, donc comme Pierre-Antoine, ou est-ce que c'est plus un accompagnement qui va dans le conseil? Mais la première mission, est-ce que c'est de rassurer ou de conseiller? Je vais vous faire une réponse de Normand, moi, dans mon cas, mais non, mais ça va dépendre de la personne qu'on a en face. C'est évidemment, il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'être rassurés tout le temps sur ce qu'ils font de bien, etc. Mais ça dépend de la confiance qu'ils portent en eux, etc. Et on investit sur des gens qui sont plus ou moins confiants, qui sont très confiants au moment de l'investissement et qui, après, effectivement, se posent des milliards de questions, et heureusement. Mais dans cet accompagnement, ça passe par le conseil, évidemment, aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu des deux, et ça dépend évidemment de la personne qu'on a en face qui se pose plus ou moins de questions. On a effectivement des entrepreneurs qui savent exactement où ils vont et d'autres qui se posent plus de questions. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce panel. Merci. Merci.